immense merci d'être venu, immense merci à Charles Gave qui réserve ses conférences aux gens importants. Je ne sais pas si vous imaginez l'importance que vous avez. Donc, un immense merci et je passe la parole à François. Merci Louis, merci M. Gave d'être venu au Mans. Je fais un peu de ce qu'il y a beaucoup de nouveau ce soir, donc on va faire un petit bilan très rapide de notre association Les Discussions du Maine. C'est donc Louis qui vient de parler qu'il a créé avec deux autres personnes il y a 6 ans. L'asso a été mis un peu en pause, donc on l'a relancé il y a 1 an. Après une bière avec Louis, j'ai dit viens on relance l'asso. Donc il y a 1 an, quasiment jour pour jour, on était dans la même salle que nous prête gracieusement la mairie socialiste du Mans. On avait invité Charles Prats, on avait parlé aussi d'économie. Voilà, je l'avais appelé dans mon intro Charles Gave. Donc j'avais promis qu'on allait avoir Charles Gave, et donc c'est chose faite. On va aborder beaucoup de thèmes différents. Et aujourd'hui, Charles Gave a écrit un nouvel essai, Les Mantes de demain. Donc d'abord, Charles Gave, pour ceux qui ne le savent pas, même si je pense que tout le monde le sait, il est économiste et essayiste. Vous ne travaillez pas avec votre fils, mais pour votre fils, ce qui est assez rare. Et alors, pour votre fils sur la partie économique, et pour votre fille sur la partie justement du think tank Institut des Libertés, qui est plus dans la transmission. Donc, voilà, je pense que c'est une passion qu'on a en commun. C'est pour ça qu'on fait des conférences ici, c'est pour pouvoir transmettre le plus de choses possible. Et donc aujourd'hui, on est très fiers d'avoir Charles Gave pour parler d'économie, mais aussi des géopolitiques et un peu de politique française. Donc on va commencer par ce livre d'abord sur la géopolitique et on verra petit à petit à la France. Merci beaucoup. Ça va être difficile de se lever. On va essayer, ça y est, j'y suis. D'abord, je suis très content d'être là. Merci de m'avoir invité. Vous savez, les chemins de l'esprit sont très curieux. On ne peut pas les... Donc la façon dont j'ai travaillé dans la vie, c'est que j'ai été d'abord expliquer aux grandes institutions financières ce qu'elles devaient faire de l'argent de leurs clients. Puis ensuite, il y en a un certain nombre d'entre elles qui m'ont dit, mais plutôt que de nous expliquer ce que tu dois faire, ce qu'on doit faire, t'as qu'à le faire toi-même. Donc j'ai géré de l'argent. J'ai vendu cette entreprise quand j'étais à Londres, ça devait être en 1994. 3 ans ou 4 ans après, je sortais de cette grande entreprise parce que ça ne m'intéressait plus. Et puis mon fils est venu me voir, a dit tu vas travailler pour moi, on va recréer une entreprise. Donc j'ai repris mon boulot d'aller expliquer aux gens. Et aujourd'hui, on a à peu près 1200 clients institutionnels dans 65 pays, avec des bureaux à Pékin, à Hong Kong, à Paris, à New York, à Londres. Donc on est... Et quel est notre boulot? C'est dans le fond, aujourd'hui vous avez une information qui est extraordinairement disponible. Tout le monde a l'information en même temps, il y a plus de... Mais il y a tellement d'informations que plus personne ne sait distinguer ce qui est important et ce qui n'est pas important. Donc la plupart des gens qui ont accès à l'information sont complètement paumés parce qu'ils voient arriver des informations extraordinaires tout le temps et ils se disent mais quel effet ça va avoir sur mon métier, sur ce que je dois faire, sur ça. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui, aussi bête que ça paraisse, de triage de l'information. Et j'ai un associé à Paris qui s'appelle Didier Darcet, que j'aime beaucoup. Nous, notre métier, c'est de comprendre ce qui se passe dans les marchés financiers. On a fait des tests statistiques pour savoir quand il y avait une nouvelle qui sortait, si elle allait avoir de l'influence sur le marché, si elle allait être encore présente, mettons, une semaine après. Vous voyez, et on se rend compte qu'il y a 3% des informations qui ont un pouvoir de rémanence, en quelque sorte. Les autres, c'est que du bruit. Donc, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que le monde aujourd'hui est noyé dans un bruit absolument gigantesque et qu'il n'y a quasiment plus personne qui essaie de dire aux gens ça c'est important, ça c'est pas important. Vous voyez ce que je veux dire? Et 97% des trucs, c'est pas important. Donc, mon métier aujourd'hui, aussi c'est vrai que ça paraisse, c'est d'expliquer que 97% des choses que vous lisez et que vous regardez n'ont aucun intérêt, quoi. Mais que les 3% sont très importants. Donc, j'ai fait ça pendant des années, puis ça marchait bien. Et puis, j'ai décidé de rentrer en France à peu près en 2012, 2013, parce que je me disais, ce pays va couler. Compte tenu de la façon dont il était géré, c'était pas très difficile. Et je me disais, s'il doit couler, j'aimerais bien être sur le pont du Titanic, vous savez, en train de chanter avec les autres, plus près de toi, mon Dieu, parce que
tant qu'à faire, je ne vais pas aller crever dans un hôpital à Hong Kong ou à Los Angeles, donc on a décidé d'entrer. Et puis j'ai fréquenté un peu les milieux libéraux en France, qui n'ont strictement aucun intérêt. Alors ma fille m'a dit, écoute, on va créer un institut libéral. Je vais créer un institut libéral pour toi. J'ai dit, on y est allé. Et hop, elle a créé l'Institut des libertés, et on écrivait des papiers, intelligents d'ailleurs, toutes les semaines, il y avait 3-4 personnes qui écrivaient, c'était très bien. Et on avait des lecteurs, puis il y a à peu près 7-8 ans, il y a 2 gamins, 25 ans, qui sont venus me voir en me disant, mais on aimerait vous interviewer. Vous savez, sur YouTube et tout, on ne savait même pas que ça existait. Donc je me suis dit, ils m'ont interviewé. Et là, on a fait 300 000 vues, 400 000 vues. Et je me suis dit, flûte, je suis complètement en train de me tromper sur la nouvelle façon d'informer les gens. C'est plus l'écrit. On est passé d'une civilisation de l'écrit à une civilisation de la communication, qui n'est plus du tout la même chose. Donc on a créé l'Institut des libertés médias. Et aujourd'hui, on a 415 000 abonnés. Ce qui paraît-il est très bien. Et les gens, on leur parlait, on faisait des émissions, 2 ou 3 par semaine. Les gens étaient très fidèles. Et puis chaque fois que je parlais de finances, en leur disant, vous devez faire ça dans un portefeuille, on leur avait fait un petit portefeuille qu'ils pouvaient gérer quand même, en suivant un peu nos idées. Donc j'étais très content. Mais chaque fois qu'on parlait de finances, le taux d'écoute augmentait de façon visible. D'un seul coup, il y avait quelque chose qui était intéressé. Alors, ma fille a dit, vous savez ce qu'on va faire? On va faire une université de l'épargne. Donc on a monté une université avec ma pomme, ma fille, Léonard, Clément qui s'occupe de toute Yann qui s'occupe de toute l'informatique, Romain qui est un autre. Donc on monte des cours pour vous apprendre à gérer votre épargne. Et on a eu en cet espace de ça coûte 300 € par an, je ne sais plus combien, 350, 400, je ne sais plus, ça n'a pas d'importance. Et on a aujourd'hui plus de 9000 étudiants. C'est énorme, 9000 étudiants. Pour apprendre les gens, parce que dans le système français, vous avez des bonnes écoles, etc. Mais personne ne vous a jamais appris à gérer votre épargne. Donc les Français ont cette extraordinaire caractéristique, ils épargnent comme des écureuils, ils n'en peuvent plus. 18% de leur PIB, c'est le pays qui épargne le plus. Pourquoi ils épargnent? Parce qu'ils savent que l'État va faire faillite. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur épargne, ils vont acheter des obligations d'État parce qu'on leur a donné un avantage fiscal. Je leur dis, vous êtes complètement couillons. Vous achetez le produit du gars qui vous amène à la faillite. Donc acheter des obligations d'État, il faut être bête comme un âne qui recule. Donc on vous apprend à gérer. Donc aujourd'hui, ils sont investis en Asie, en Chine, en Yen. Enfin, ils font des trucs passionnants. Et ça les intéresse beaucoup. Donc je rencontre dans ce pays, il y a un immense besoin, de comprendre, et d'agir sur ce qui vous intéresse vous, c'est-à-dire votre épargne. C'est quand même très curieux. Et alors, comme j'écris beaucoup, parce que les gens ont l'air d'apprécier ça, c'est bon, puis ça m'amuse, j'ai écrit il y a à peu près 2 ans, mais pas cet été, l'été d'avant, un livre qui s'appelle La vérité vous rendra libre. Bon. La vérité vous rendra libre. C'est une phrase de Saint Jean, vous savez, comme ça, commence l'évangile de Saint Jean. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être libre si vous ne cherchez pas votre vérité. Donc je l'ai expliqué, et j'ai expliqué comment, dans le fond, il y avait une espèce de... Comment dire, c'est pas un complot mondial, mais une espèce de classe mondiale qui s'était mise en place pour vous empêcher d'être libre en cachant la vérité. Et ce que je veux dire, en cachant l'information, c'est les ateliers de ce monde, etc., qui vous expliquaient que c'était une bonne idée, tout ce qu'ils faisaient et tout. Bon, c'était des crapules tous, mais c'est pas grave. Et là, donc, j'ai publié ce livre, et il a fait 50 000 exemplaires, ce qui est tout à fait remarquable, paraît-il. Et puis, l'été dernier, je me suis rendu compte que, dans le fond, les structures qu'avaient montées tous ces salopards, si vous voulez, l'Europe, les Nations Unies, la Banque mondiale, le FMI, toutes ces structures, la domination du dollar sur le monde et tout, et l'année était en train d'exploser. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que le monde figé qui avait commencé à se mettre en place après la Deuxième Guerre mondiale était en train de sauter, les unes après les autres.
quelque sorte, les redoutes, comme dans un camp militaire, sautaient les unes après les autres, ça vous les voyez. Donc, on est en train de rentrer dans une période complètement fluide. Alors, je m'explique. C'est toujours un truc que vous m'avez déjà entendu dire, mais vous vous endormez en 1790, allez, vous vous réveillez en 1830, vous comprenez rien. Il y a eu la Révolution française, personne n'en rien. Vous vous endormez en 1890, vous vous réveillez en 1930, vous ne comprendrez rien. Parce que l'Union soviétique, bref, tout a changé. Vous vous endormez en 1990, quand vous vous réveillez en 2030, vous ne comprendrez rien. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que la survie des systèmes politiques, c'est d'à peu près 70 ans avec les institutions qui ont été faites par le vainqueur de la dernière Grande Guerre. Et puis après, c'est 30 ans de merdier. Et ce que disent les Chinois, c'est que crise et opportunité, c'est le même mot. Donc on rentre en crise, et ce que je voudrais dire, et en particulier à tous les gens qui sont jeunes ici, c'est qu'une crise, c'est une série d'opportunités les unes derrière les autres, et c'est à vous de les choisir. Le monde d'avant était complètement bloqué, en merdant, il ne se passait jamais rien, on vous empêchait de faire, mais maintenant vous allez être libre à nouveau. Donc vous allez pouvoir à nouveau vous éclater, à condition de sortir des espèces de rémanence de ce système ancien qui est en train de tomber en morceaux. Alors où on va ça, par exemple? Le dollar dominait le monde. Pourquoi le dollar dominait le monde? Ben pour une raison assez simple, c'est qu'en 1945, 44 je crois, il y avait eu une réunion entre Ibn Saoud et Franklin Roosevelt sur un bateau dans le Golfe, où il avait été décidé que le pétrole saoudien serait vendu toujours en dollars, à condition que les États-Unis défendent militairement l'Arabie saoudite. Et puis ce privilège d'acheter le pétrole en dollars, uniquement en dollars, ensuite les États-Unis avaient imposé à tous les pays producteurs. Donc si vous vouliez de l'énergie, vous aviez besoin de dollars. Vous deviez automatiquement passer par le dollar. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est donc que les États-Unis ont pris le contrôle de l'économie mondiale par l'intermédiaire du dollar. Si vous coupez le dollar, comme l'économie c'est de l'énergie transformée, vous étiez foutu. Votre économie s'arrêtait. Donc, et puis les gars qui essayaient de vendre leur pétrole en autre chose que le dollar, comme Saddam Hussein ou Kadhafi, ils ont eu des espérances de vie extraordinairement raccourcies. Des accidents, bon, c'est très malheureux, mais c'est comme ça. Donc, ils attaquent la Russie, les États-Unis, par l'intermédiaire de l'Ukraine, on va en discuter longtemps, et l'Ukraine contre-attaque pour attaquer, la Russie contre-attaque, très bien. Et à ce moment-là, les États-Unis et l'Europe mettent des barrières au commerce de la Russie, en pensant que la Russie allait se coucher comme l'Ukraine, comme la Libye, comme l'Irak. Pas du tout, la Russie n'était pas plus bête que mal habillée, ils avaient préparé le coup à l'avance, ils avaient des moyens de paiement plus occupés de SWIFT, qui était moyen de paiement américain, donc ils commencent, ils vendent une grosse partie de leur matière première à la Chine, mais surtout ce qu'ils font, c'est qu'ils avaient commencé, même avant les sanctions, à faire d'immenses communications qui descendaient du nord vers le sud, de Mourmansk vers l'Inde, et toutes les matières premières que le nord de l'Asie produit peuvent maintenant descendre et atteindre l'Inde, et tout l'océan Indien, et de là, l'océan Pacifique. Donc ça veut dire que pour la première fois de l'histoire, tous ces pays, vous prenez un cercle de 4000 km autour de Hong Kong, là, avec Hong Kong au centre. Dans ce cercle, qu'on appelle le cercle de Valéry Pieris, qui était un géographe, vous avez 55% de la population mondiale qui vit sur 7% des terres émergées. Et c'est là qu'est quasiment toute l'épargne mondiale. Donc, pour la première fois, cet immense réservoir de compétences va se retrouver à avoir accès à des matières premières qui viendront de Russie et de Kazakhstan, etc., et qu'ils paieront dans leur monnaie à eux. Ils n'auront plus besoin des dollars. Donc, l'instrument essentiel de la domination des États-Unis sur le monde, c'était le monopole de paiement en dollars qui forçait tout le monde à passer par le dollar.
ben c'est fini ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pays qui étaient tous en Asie, là, ils avaient besoin d'être toujours en excédent vis-à-vis des États-Unis, c'est-à-dire de gagner des dollars pour acheter leur énergie. Donc ils vivaient toujours en dessous de leurs moyens pour avoir des comptes courants excédentaires, une balance commerciale excédentaire tout le temps. Donc ils étaient toujours, en quelque sorte, ils roulaient à 90 alors qu'ils auraient pu rouler à 130, quoi. Mais maintenant, comme ils peuvent payer le pétrole avec leur propre monnaie, comme ils vont faire du commerce les uns avec les autres, ils n'ont plus besoin de dollars, ils vont pouvoir croître à leur vraie valeur. C'est-à-dire qu'on va avoir un boom en Asie économique, autour de Hong Kong et autour de l'Inde, qui va être absolument extravagant. On est parti pour une perte de croissance dans cette région qui fera paraître notre Trente Glorieuses comme une plaisanterie. Mais nous, comme on est les plus malins en Europe, et en particulier en France, on a réussi à se couper de cette croissance. Ils sentent des pieds, je sais pas, ils ont la peau noire, ils ont les yeux bridés, c'est pas des gens avec qui on parle, enfin je sais pas. Donc du coup, on a réussi à se couper de la source de croissance. On peut pas être plus bête, hein. Mais, grâce à Dieu, le peuple français est intelligent. Vous avez, je vais vous poser une question à ça, tiens. Vous avez un indice qui s'appelle l'indice MSCI, Morgan Stanley Capital International, des grandes valeurs industrielles en Europe. Toutes les grandes valeurs industrielles de toute l'Europe, y compris la Grande-Bretagne, tout le monde. La France, les valeurs industrielles françaises font 26% de cet indice. Allez, je vais poser une question. Combien font les valeurs allemandes? 35, 40, vous me dites 21. C'est-à-dire que l'appareil industriel français, hors de France, est beaucoup plus important que l'appareil industriel allemand. C'est-à-dire qu'en France, nous avons une dizaine de sociétés absolument incroyables, qui ont une puissance industrielle monstrueuse à l'échelle mondiale, comme Schneider, comme Air Liquide, comme Total, qui sont des monstres, des géants, et qui ont décidé il y a à peu près 40 ans de ne plus jamais mettre une usine en France parce qu'on a été gouverné par des fous. Mais ça veut dire que ces 10 sociétés, dans les années qui viennent, avec le boom en Asie, ça va être monstrueux ce qu'elles vont gagner. Je fais bien, madame, les gens intelligents au Parlement vont gueuler comme des ânes parce qu'elles gagnent trop d'argent et qu'il faut leur... Mais... Donc je vais essayer de dire aux gens, c'est, vous êtes jeunes là, ceux qui sont jeunes, ceux qui sont vieux, vous vendez vos assurances vie et vous achetez du Total, du Air Liquide, du Schneider et tout, et vous passez à autre chose. Et ce que veut dire, vous ne regardez plus, vous serez tranquille pour les 20 ans qui viennent. Et vous toucherez une retraite qui sera parfaite. Mais les jeunes, vous faites embaucher par Schneider, Air Liquide, Total, j'en sais rien. Vous allez bosser au cœur du système là-bas, à Hong Kong, à Singapour, j'en sais rien. Et à ce moment-là, une fois que vous aurez bien compris comment ça marche là-bas, vous lancez votre propre affaire. Et puis vous regardez passer par vacances en France. Au Mans, par exemple, pour la nourriture étonnante, on a bouffé tout à l'heure. C'est bien très bien. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en train d'assister à un basculement complet de la puissance économique, de la puissance financière. Dans 20 ans, Hong Kong sera une place beaucoup plus importante que Wall Street. Pourquoi? Parce que le rôle d'une place financière, c'est de recycler l'excédent d'épargne. Donc ils ont recyclé d'abord les excédents d'épargne des Européens, puis des Asiatiques parce qu'il y avait le monopole du dollar, et maintenant ils n'ont plus rien à recycler parce qu'ils n'ont pas d'épargne. Et les Asiatiques vont le recycler eux-mêmes par Hong Kong. Donc la place financière des 3 ans qui viennent, c'est Hong Kong. Ça va être un boom inimaginable. Et Singapour, accessoirement. Et donc vous allez avoir le triangle du futur, si j'ose dire, j'ai essayé d'expliquer dans ce livre, c'est Moscou, Pékin, Delhi. Et c'est un triangle du futur qui sera complètement sur Terre. Dans la géopolitique, vous avez toujours 2 systèmes, soit la domination par la mer, la Grande-Bretagne puis les États-Unis depuis un siècle et demi, soit la domination par la terre, et ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu, ce qui est l'Empire romain par exemple. Et là, on aura 3 pays qui pourront faire du commerce entre eux de façon massive, beaucoup plus que 3 d'ailleurs, sans jamais passer par la mer. C'est-à-dire sans jamais être soumis au diktat américain. Donc le monde est en train de changer, mais complètement. On redevient libre. C'est ce que je veux dire. À condition qu'on bouge. Alors j'ai été invité, et je vais terminer là-dessus, puis je prendrai des questions si vous voulez. J'ai été invité en mars dernier à une conférence qu'il y avait à Prague, où il y avait le président
tchèque, ou un ancien président tchèque, puis des tas de diplomates, des gens de l'Europe, des gens américains. Et alors, il y a quelque chose qui m'a sidéré, c'est que l'Américain parlait aux diplomates européens pour leur parler, pour les rassurer, les diplomates européens parlaient aux diplomates américains parce qu'ils étaient morts de trouille, etc. Et moi, j'ai dit, quand j'ai parlé, c'était mon tour de parler, je leur ai dit, mais vous êtes complètement cinglés. Vous êtes comme les diplomates de Constantinople qui discutaient avec les diplomates de Venise pour savoir comment garder le contrôle de la mer Adriatique en 1420. Tout le monde s'en fout. C'est plus là que ça se passe. Donc les relations Europe-États-Unis n'ont plus aucune importance. C'est pas là que ça se passe. Plus rien ne se passe là, vous voyez, c'est dingue. Donc vous avez des dizaines et des milliers de journalistes qui écrivent ce que fait M. Trump, ce que fait monsieur. On s'en fout complètement. C'est plus là que ça se passe. Ça se passe, vous avez simplement aller, tiens, si vous voulez, en avril, il y a le salon de l'auto à Pékin. Prenez un billet d'avion, allez voir le salon de l'auto à Pékin, ça vous expliquera pourquoi tout se passe là-bas, c'est absolument incroyable. Dans le domaine industriel, c'est dingue. Ils vont pas nous bouffer, parce que les nôtres, les meilleurs des nôtres sont déjà là-bas. Donc ils vont pas nous bouffer. Mais ça va être un transfert gigantesque de richesse du rentier européen, le fonctionnaire, vers l'entrepreneur européen. Ça fait 40 ans que le fonctionnaire traite l'entrepreneur, et lui, il ne pouvait rien faire. Mais là, avec l'écroulement des marchés obligataires ou la baisse de nos monnaies, ben le fonctionnaire, il va être payé en monnaie de singe. Ça me fait une peine folle. Hein. Et l'entrepreneur, il va gagner de l'argent gros comme lui. C'est un vrai scandale. Mais vous voyez, ça ne fait pas de peine. Bon ben voilà, je ne sais pas prendre des questions, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en plein milieu du plus grand changement qu'on a eu quasiment depuis un siècle. Et on va en faire rigoler. Vous savez, rien n'est pire que la stabilité. La stabilité, c'est la mort. Vous êtes très stable quand vous êtes mort. Il faut bouger, il faut s'exciter, il faut prendre des risques, il faut se casser la gueule. Et c'est ça qui est rigolo. La vie va redevenir marrante. Dès le moment où on n'aura plus la sécurité sociale, on va enfin rigoler à nouveau. Merci beaucoup. J'avais justement quelques questions. C'est vrai que souvent vous parlez de la France, c'est assez pessimiste, mais dans votre livre, vous parlez que du monde est assez optimiste comme vision. Est-ce que vous avez parlé de l'Asie, on va dire, qui est le futur géant. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde qui aussi se développent et dont on parle peu dans les médias français? C'est une question intéressante, mais en principe, si vous voulez, de la France a absolument tous les atouts pour bénéficier de façon gigantesque. D'abord, elle a une présence maritime énorme dans toute cette région. Ensuite, on avait des systèmes d'éducation qui étaient bons. Et puis, c'est un pays dans lequel les gens aiment bien venir. Mais à condition qu'on redevienne souverain. Mais si la politique française est faite par Madame von der Leyen, on n'a pas une chance. Donc, si vous voulez, il faut que la France retrouve sa souveraineté. C'est-à-dire qu'on abandonne l'Europe, qu'on abandonne l'euro, qu'on abandonne toutes ces imbécilités, et que la France redevienne un pays souverain. Un pays souverain, c'est un pays qui a des frontières, qui bat monnaie, qui a une police, qui a une armée, une justice, et il n'y a pas de droit supérieur au droit du pays qui vient de l'extérieur. Sinon, c'est pas un pays souverain. Donc la France aujourd'hui est devenue une province, il faut qu'elle redevienne une nation. Je fais une pause sur l'euro. C'est un sujet qui revient souvent, mais qui fait peur à beaucoup de Français. Parce qu'ils ont peur de tout, ça fait des années qu'on en fait la trouille. Mais évidemment, si on laisse faire les crétins à Bercy, ils vont continuer à nous amener à nous ruiner. Mais si il y a quelqu'un qui arrive qui dit on sort de l'euro, j'envoie une lettre recommandée à la Commission européenne pour dire je sors de l'euro et de l'Europe, qui est la procédure requise. C'est tout ce que je dois faire, envoyer une lettre recommandée à Bruxelles. Une personne, on envoie le président, il envoie une lettre, c'est fini. Donc qu'est-ce qui va se passer? Mais à ce moment-là, le type qui arrivera au pouvoir, il pourra faire baisser les dépenses de l'État comme une fusée. Par exemple, vous avez 1400 hautes autorités, grands conseils, etc., qui bouffent 150 milliards d'euros par an de gens qui servent à rien. Il y a par exemple un grand conseil, je dirais 30 personnes qui bossent, pour lutter contre le bruit.
Il y a un autre, il y a 25 personnes, c'est pour favoriser la relation entre le Parlement et le Sénat. Vous voyez, c'est des trucs utiles, tout ça. Donc vous supprimez tout ça, vous économisez 130 ou 50 milliards d'euros instantanément, vous baissez les impôts d'autant, et vous dites aux Français de l'extérieur, revenez bosser les gars, chaque fois que maintenant on va baisser les impôts de 50%, vous en touchez 25. Et vous verrez comment la France redémarrera, mais en 5 minutes. Et à ce moment-là, le franc français montera comme une fusée. Et l'euro s'écroulera contre le franc français. Donc l'idée que si on quitte l'euro, le franc français va s'écrouler, si on continue à suivre une politique imbécile, c'est évident. Mais si c'est l'occasion de changer des politiques, si on se met à faire la politique des Suisses, ben ça marchera très bien. Si vous libérez toutes les forces productives en France et que vous cessez de payer les gens à ne rien foutre, et que vous cessez de taxer ceux qui bossent, ben vous allez voir comment ça va repartir. On parle beaucoup, surtout les partis de droite, qu'il y a trop de fonctionnaires en France. Mais le problème, c'est les hauts fonctionnaires qui sont trop nombreux. Ben, le vrai fonctionnaire, c'est que vous avez 70 000 gars en France qui touchent plus de 100 000 euros par an. Qui c'est ces gars-là? Je veux avoir leur nom, pourquoi ils touchent ce pognon. Un type comme Hollande, il touche 350 000 euros par an de retraite. Il n'a jamais travaillé dans le secteur privé. Donc il touche 6 ou 7 retraites de l'État. Comment peut-on toucher 6 ou 7 retraites de l'État? En principe, vous travaillez pour l'État du début à la fin, vous avez une retraite. Ah non, si vous passez par une partie de l'État, vous touchez des retraites spéciales à chaque fois. Mais c'est du vol à la tire. De Gaulle, il est parti avec sa retraite de colonel et puis c'est tout, quoi. Non, mais on est gouverné par des brigands. Par des vrais brigands. Si vous pensez que les gens au pouvoir cherchent le bien commun, pour parler de la catholique, c'est du pipeau. Ils cherchent à s'enrichir comme des gorées. Ce sont des voleurs. On est gouverné par des brigands. Regardez Madame Annie, je ne sais pas comment elle s'appelle, ce qui s'est passé aussi avec Alstom, ce qui s'est passé, enfin je veux dire, etc. Tous ces gars-là devraient être en prison. Hein. Vous remarquez qu'ils sont tous, il leur arrive jamais rien. J'ai pas vu juridique. Si vous avez un problème, on vous met en prison, etc. Mais eux, le scandale d'Alstom, le scandale d'Areva, le scandale de Miller, là, le gars qui s'occupait des petites jeunes filles, parce que le gars de. Comment il s'appelait l'autre? Donc, si vous avez des parties de la classe éminente, vous n'avez rien à craindre de la justice. Si vous êtes un homme éclatant, selon qu'on vous serait puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, disait La Fontaine. Ben, ça n'a jamais été aussi mal. Vous ne pouvez plus avoir confiance dans la justice de ce pays, c'est incroyable. On parlera peut-être de comment renverser la classe dominante, mais c'est une première solution, je ne l'ai pas du tout. Pour l'instant, du coup, on a une classe dominante qui est socialisante et comment dire, qui pense est corrompue. Comment nous, à notre petit moyen, qu'est-ce qu'on peut faire justement de concret? D'abord, l'idée, si vous voulez, c'est que la seule solution, quand il y a un trouble dans un pays comme le nôtre, c'est de rendre la parole au souverain. Le souverain, c'est pas M. Macron, c'est le peuple. Et il faut bien se rendre compte que dans la Constitution suisse, c'est chaque individu qui est souverain. C'est pas une espèce de gros magma qui est souverain, c'est l'individu suisse est souverain. Donc, il faut, par exemple, dans vos municipalités, si vous êtes élu, instaurer des référendums d'initiative populaire pour demander sans arrêt son avis au peuple pour que vous gouverniez avec les locaux pour des choses qui les intéressent. Et par exemple, ils pourraient proposer je sais pas si dans la ville d'Orléans, ils filent de l'argent à SOS Méditerranée, etc. Et vous pourriez dire, on ne peut pas filer de l'argent à des ONG comme ça internationales si ce n'est pas voté par les gens du coin. Donc vous commencez, ces salopards, il faut toujours les reprendre par le pognon. C'est-à-dire qu'il faut leur couper la route du fric. Donc comme c'est vous qui êtes volontaire de l'impôt, vous devez, chaque fois que vous pouvez, monter un système pour les empêcher d'avoir accès au fric. Et ça peut se faire localement, ça peut commencer localement. Oui, bon courage. Non mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens de droite, très bien, qui sont tout à fait contents, qui pensent que dans le fond, c'est comme dans Is the Wood, pour ceux qui savent les bandes dessinées, là. Le calife est gentil, mais c'est le vizir qui est méchant. Donc ils pensent que s'ils pouvaient remplacer le vizir, eux, gens de droite, ils gouverneraient convenablement, et comme ça, tout irait bien. Mais c'est pas vrai, c'est le système qui est pourri dans son essence. Si vous êtes dans un système mafieux,
Vous ne pouvez pas vous mettre à gouverner honnêtement. Regardez ce qui est arrivé à ce pauvre Olivier Marlex. Il s'est suicidé avec une corde qui était trop longue. C'est quand même bien dommage, quoi. On va rêver un petit peu. Charles Le Gave est nommé ministre du budget. La politique du budget, non, la première chose que je fais, c'est que je refuse. Oui. Parce que où je suis dans la position de prendre une décision, c'est-à-dire vous m'élisez le président de la République, et à ce moment-là, je prends des décisions et ça va me passer. Mais si c'est pour m'entendre dire, quand je suis ministre du budget, non, tu ne peux pas sortir de l'Europe, tu ne peux pas sortir de l'euro, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, j'y vais même pas, c'est même pas la peine d'essayer. Alors, je suis président, j'ai fait tout ça. Maintenant, vous êtes ministre du budget. Qu'est-ce que vous faites comme première mesure, les priorités? Je vais établir un référendum, si je peux, j'ai établi un référendum d'initiative populaire en France. C'est-à-dire que le peuple puisse décider par lui-même de ce qui l'intéresse. Que ce soit par exemple, Madame Royal. Madame Royal. On lui a posé la question, pourquoi y a-t-il plus de référendum maintenant depuis celui auquel on avait voté non et que nous a imposé quand même? Elle a dit, c'est pas difficile, parce que si on posait la question français, ils seraient tous pour le retour du franc et tous pour le ressorti de l'Europe. Donc on peut pas. Donc si vous voulez, ces gens-là gouvernent contre ce qu'ils savent être notre volonté. Et c'est pour ça que ce pays, il n'y a plus que la moitié des gens qui votent. C'est pas la peine d'aller voter, quoi, ça sert. Donc pour vous, aujourd'hui, le clivage, c'est européisme contre... non, c'est souveraineté. Oui, la France est un pays souverain, et elle n'a pas besoin de quoi que ce soit. Pour, par exemple, il ne peut pas, dans un pays souverain, y avoir une loi supérieure à la Constitution française. Voilà. Or, aujourd'hui, les directives européennes ont un ordre juridique supérieur à la Constitution française, ce qui est insensé. Après, on a parlé de culture, de transmission. Est-ce que justement le premier, on parle pas mal d'économie, est-ce que le premier sujet en France, c'est pas justement une bataille culturelle? Comment définir les noms? Aujourd'hui, c'est qu'on... on a beaucoup parlé de ça, si vous voulez, c'est toujours l'histoire du logos grec, c'est-à-dire qu'ils ont capturé notre langue, et on ne peut plus utiliser un certain nombre de mots comme patriotisme, etc. Parce que sur ça, vous n'êtes jamais invité dans une radio ou n'importe quoi. Donc ce qu'il faut, c'est aussi, il n'y a aucune raison, dans le monde de l'Internet, il n'y a pas de raison qu'il y ait une radio d'État, qu'il y ait une télévision d'État. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un ministère de la Culture. Depuis qu'on a un ministère de la Culture en France, il n'y a plus eu un seul grand intellectuel. Ça s'est arrêté net. Parce que ça fait monter tous ceux qui viennent à la soupe, et ceux qui viennent à la soupe, ils chassent en meute, et ils vont se débrouiller pour que les vrais intelligents se fassent massacrer. Ce sont des médiocres, et les médiocres cherchent toujours, vous savez, quand ma mère était, quand nous étions en Syrie, j'étais enfant, elle avait trouvé un petit faucon. Elle avait mis un petit jeune qui était tombé la nuit, je sais pas. Elle l'avait mis sur un perchoir, là, dehors. Et puis d'un seul coup, il y a eu un chat terrible. Il y avait des tas d'émouchés, qui sont des espèces de petits oiseaux de proie, qui avaient vu le faucon et qui essayaient de le tuer. Donc il était petit. Sinon, il aurait été tué. Donc, dites-vous bien qu'aujourd'hui, notre système, si vous avez tous les petits salopards débouchés, s'il y a un vrai faucon qui commence à sortir, ils vont le tuer. Ils vont faire tout pour qu'il n'apparaisse jamais. Ne croyez pas, encore une fois, qu'ils cherchent le bien de ce pays. On va sortir un peu de la France. Est-ce qu'il y a des gouvernements aujourd'hui qui vous inspirent, on va dire? La Suisse. Ça va très bien, la Suisse. Vous connaissez le nom d'un politicien suisse? Non. Personne. Et pourquoi ça marche en Suisse? Parce que vous ne connaissez pas le nom d'un politicien suisse. Parce qu'ils votent surtout, ils n'en ont pas. Donc la Suisse, c'est la preuve, par zéro, si j'ose dire, que quand vous n'avez pas de politicien, tout marche bien. Si c'est le peuple qui décide tout le temps, ça marche très bien. Donc oui, il faut passer. La démocratie représentative a été inventée au XVIIIe siècle parce qu'il fallait 15 jours pour aller de Toulouse à Paris. Donc on a mis des gars à Paris qui ensuite devenaient vivement corrompus, donc on a remplacé quelques trains après. Enfin, il n'y avait pas d'autre solution. Mais aujourd'hui, avec votre téléphone et la blockchain, vous votez 3 fois par an. On n'a plus besoin d'envoyer un gars de vous représenter à Paris. Vous pouvez vous en savoir autant que Mme Rousseau, je ne sais pas comment elle s'appelle, à l'Assemblée, là, qui s'est réactionnaire. Si elle vote, je suis sûr que vous pouvez tous voter. On va prendre les questions de l'Assemblée. Arthur. Ouais. Je répète, c'est pas pour toi Arthur, mais pour tout le monde. Les questions sont courtes. C'est les réponses qui sont longues. Les questions sont courtes.
Parce que c'est pas des questions, les réponses sont courtes. Merci Monsieur Gave. Est-ce que vous ne pensez pas que la petite musique de la souveraineté est justement en train de... On commence à l'entendre, avec notamment la souveraineté numérique. La souveraineté numérique, on se rend compte qu'on a besoin de retrouver une souveraineté, en tout cas par ce biais-là, parce qu'on ne peut pas... on se rend compte qu'on est pris au piège en fait, par les géants de la tech américaine qui hébergent nos données et du coup qui en font ce qu'ils veulent et qui les revendent, etc. Vous savez, vous parlez de l'intelligence artificielle. Moi, je passe mon temps à dire aux gens, le problème, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est la connerie naturelle. Et donc, débarrassons-nous de la connerie naturelle, débarrassons-nous de tous ces connards, et on s'en fout de l'intelligence artificielle. On est beaucoup plus malins que tous. Les Français sont bien meilleurs, les fascistes. Donc, encore une fois, on vous agite la souveraineté juridique, on vous agite pour vous empêcher de parler de la souveraineté politique, de la souveraineté monétaire, on dit, voyez, on va s'occuper de cette souveraineté, donc on s'occupe. Mais c'est du pipeau. Ça n'a aucun intérêt. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Du point de vue juridique, qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire avec l'intelligence artificielle? Ils sont en train d'essayer de faire quelque chose d'assez original. Ils définissent ce que c'est que l'intelligence. Voilà, ils définissent. Et ensuite, vous aurez le droit de rester dans ces définitions. Pas un philosophe, pas un scientifique n'a jamais été capable de définir ce que c'était l'intelligence. Donc, ce qu'ils essaient de faire, c'est définir une espèce de substrat d'intelligence dans lequel ils vous forceront à rester après. Et vous deviendrez des bons esclaves. L'intelligence humaine, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Jamais une intelligence artificielle ne fera une invention. Elle pourra vous dire tous les résultats de la jurisprudence depuis 2000 ans. Elle ne peut pas inventer l'invention. C'est une création divine. C'est quelque chose qui vient de nulle part. C'est Musk. Donc ne croyez pas une seconde qu'ils s'intéressent à la souveraineté quand ils vous parlent de la souveraineté numérique. Ils cherchent à vous enfumer. Monsieur Gave, vous faites le procès des brigands qui nous gouvernent. Ils sont forcément brigands parce que gouvernent-ils vraiment eux-mêmes ou sont-ils les esclaves d'une oligarchie discrète? Ben ça, je ne sais pas, c'est une bonne question si vous voulez, mais ce que je sais, c'est que les politiques qui sont suivies, c'est ce que j'ai fait, montrent que par exemple des taux d'intérêt bas, vous pouvez aller sur mon site, vous verrez pourquoi, ça favorise toujours les riches et ça appauvrit les pauvres. Donc ça fait 20 ans qu'on vous explique les taux d'intérêt bas, on fait ça pour maintenir la croissance, pour les pauvres, etc. C'est pas vrai du tout. Parce que les taux d'intérêt bas favorisent l'endettement, et que les seuls qui peuvent s'endetter, c'est les gens qui sont actifs, c'est-à-dire les riches. Et donc vous voyez que dans les périodes où les taux d'intérêt sont élevés, les pauvres ça deviennent moins pauvres, et les riches, ben, ils restent riches, donc ils n'en avaient pas grand-chose. Donc aujourd'hui, on est dans un système monétaire. Comme il n'y a plus de concurrence entre les banques centrales, parce qu'on a fait sauter la Bundesbank, on a créé l'euro, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de concurrence entre les banques centrales, donc les banques centrales ont été capturées par la classe que je décris dans mon premier bouquin, et ils gouvernent pour les riches. Mais ils gouvernent pour les riches. Aujourd'hui, c'est un scénario affreux, où les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, et les plus riches deviennent de plus en plus riches, qui est complètement inacceptable. Très fâché. J'ai une question de mon côté. Je voulais savoir, dans votre vidéo, que j'encourage tout le monde à aller voir, la vidéo que vous avez faite avec Guillaume Play chez Legend. Oui. 1 million sur les vues, vous vous rendez compte, en 3 jours. En 3 jours. Donc c'est une performance. Vous avez parlé d'une des valeurs que vous a transmis votre père, qui était celle de dire non. Est-ce que vous pouvez développer, parce que je trouve que c'est très intéressant comme valeur. Mais vous savez, quand vous regardez par exemple les grands criminels de l'histoire, les types qui ont mis les enfants dans les trains, en 1940, etc., ils y sont jamais, pour ainsi dire, arrivés d'un seul coup. Ils faisaient une petite saloperie, puis bon, je fais ça, puis une autre, et puis une autre. Et c'est simplement de petite saloperie en petite saloperie, ils arrivaient
à faire des trucs mais abominables, simplement parce que chaque étape avait été petite. Vous savez, et mon père, donc, était officier français en Syrie. Il a choisi De Gaulle contre Pétain. Il y avait 500 officiers français. Pétain a donné l'ordre de rentrer. Et De Gaulle a donné l'ordre de rester. Il y a 18 officiers français qui sont restés et 482 qui sont partis. Et mon père a été condamné à mort par un tribunal militaire en 1941 qui était présidé par Delattre de Tassigny, qui à l'époque était pétiliste et qui se portait volontaire pour aller se battre contre les Russes en Russie. Donc la carrière de mon père, une fois que la guerre s'est terminée, comme Delattre de Tassigny était le patron de l'armée française, elle s'est arrêtée assez vivement, si je vous dis. Puis ensuite, quand De Gaulle est revenu, il a été nommé lieutenant-colonel et colonel très rapidement. Et en Europe, quand est arrivé l'ordre de désarmer les harkis en Algérie, mon père a refusé à nouveau. Donc ce que j'admire chez mon père et chez ma mère qui l'a accompagné, c'est qu'il a dit non à la saloperie dès le départ. Donc ce que vous devez apprendre à vos enfants, c'est il ne faut pas attendre pour dire non. Il est beaucoup plus facile de dire non au début de la saloperie. Par exemple, moi, quand il y a eu des ministres communistes en France, en 1981, on a décidé d'en prendre 3 enfants. À l'époque, on en a eu un 4e, et on est parti pour longtemps. Parce que je ne voulais pas vivre dans un pays où il y avait des ministres communistes, pour des raisons morales. Et on est parti, et du coup, ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce que l'Angleterre se réveillait avec Mme Thatcher, et nous on tournait avec Mitterrand. Donc, si vous voulez, dans mon métier, ça a été des années de bonheur total. Donc, vous prenez parfois des décisions pour des raisons morales, de dire non, et bien ça tourne souvent plutôt bien. Pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la République. C'est marrant. Donc, apprenez à vos enfants à dire non. Bonsoir, monsieur. J'ai lu avec intérêt, je suis là. J'ai lu avec intérêt votre livre. Alors moi, je suis un néophyte de la finance, je ne sais pas d'où je fais, je l'ai lu avec attention. Je suis par contre en désaccord avec vous, si vous permettez, parce que je suis un Européen convaincu. D'une part, j'ai voté l'Europe avant que le peuple dise non. Je suis pour une Europe fédérale, des 7, des 14, des 27, des 32. Il y a de plus en plus de pays qui veulent rentrer dans l'euro. S'il y avait, comme vous le dites, vous l'avez dit à juste titre, l'euro, ça ne vaut plus rien. Vous avez pour parler par contre des dévaluations qui auraient été successives par rapport à ça. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, dans un monde aujourd'hui difficile, voire impossible, comment voulez-vous prévoir demain en Asie, j'ai lu un petit peu ce que vous avez écrit, et je vous en remercie, prévoir quelque chose alors qu'au jour le jour, personne dans ce monde n'est capable de dire ce qui va se passer demain matin. Et vous croyez que Mme van der Leyen le comprend, ça? Mais je suis contre Mme. Ah, mais vous, si vous êtes européen, vous avez ce que vous avez demandé. Vous parlez de l'euro sur la dévaluation. Non, vous avez demandé, Mme van der Leyen, à tous les pouvoirs, qu'elle s'est octroyée dans lequel elle n'a pas droit. Vous êtes en train de m'expliquer qu'on pourrait avoir une Europe démocratique. Ce que disait Jean-Paul II, qui était quand même pas le dernier des couillons, hein, il disait on ne peut pas avoir une démocratie en dehors d'une nation. Parce que dans une nation, celui qui perd accepte de perdre. Par exemple, mettons qu'il y a des élections européennes. Et comme les Allemands sont plus nombreux, on a un gouvernement européen. Mais je n'accepterai en tant qu'Alsacien jamais d'être gouverné par un Allemand. Mais jamais. Et je n'accepterai jamais qu'un Allemand ait le doigt sur le bouton de l'arme atomique. Mais jamais. Pourquoi? Parce que c'est des fous. Et je ne vais pas accepter d'être gouverné par des fous. Ça fait 2 siècles qu'ils foutent l'Europe en l'air. Je ne vais pas être gouverné par des fous qui vont encore une fois nous foutre l'Europe en l'air. Donc, si vous voulez, la France, je sais ce que c'est, l'Italie, je sais ce que c'est, l'Allemagne, je ne suis pas sûr et je n'aime pas trop, les Suédois, je comprends bien, mais je ne veux pas. Je veux être gouverné par des Français. Et le reste, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas du tout, votre histoire d'Europe. L'Europe est une civilisation, ça n'est pas une nation. Il y a une civilisation européenne, pour Fus d'ailleurs, qui est chrétienne, et une nation française. Une nation italienne, une nation anglaise, une nation espagnole. Mais il n'y a pas de nation européenne, il n'y a pas d'équipe de football européenne. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Vous suivez un rêve. Sauf que nous sommes le premier marché mondial, avec 450 millions de consommateurs.
face aux États-Unis, face aux pays émergents, et on est obligé d'en tenir compte. Vous êtes obligé d'en tenir compte quand même. Mais la Suisse, qui se porte comme bien C'est 9 millions d'habitants. Oui, mais ils sont en plein milieu de l'Europe, ils ont une balance commerciale excellente et monstrueuse, le niveau de vie le plus élevé du monde, le revenu moyen le plus bas en Suisse, c'est 4 000 francs suisses par an, 4 000 francs suisses par mois, c'est-à-dire 2 fois notre SMIC. Donc la Suisse va très bien, pourquoi? Parce qu'ils sont restés une nation. Je peux faire face au monde entier avec la France, je n'ai pas besoin de m'appuyer sur l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et le Luxembourg. La France est suffisamment grande pour faire face au monde. Et si vous ne le croyez pas, c'est dommage. Parce que toute l'histoire de France prouve le contraire. Vous faites partie du parti de l'étranger. Sauf que toujours penser que la France serait mieux si elle était gouvernée par le parti de l'étranger. Ben oui. Vous devriez lire le bouquin. Vous devriez lire le livre que vient de sortir Benessa, qui est la façon dont il vous explique comment ces salopards de nazis ont pris le pouvoir à partir de 1945 sur les tribunaux partout en Europe avec l'aide des Français, et qu'on est aujourd'hui l'objet d'un gouvernement des juges où on a remplacé la souveraineté du peuple par des juges non élus et choisis par George Soros. Mais vous devriez lire ce livre, il vient de sortir, il est remarquable. J'ai une deuxième question, je vais essayer d'être rapide. Est-ce que finalement, avant de sortir de l'Europe, est-ce qu'il n'est pas encore plus urgent de sortir de la dépendance au système SWIFT? Parce que si demain... Mais c'est fait. C'est fait maintenant, si on voulait, on achèterait notre pétrole en dollars. Aujourd'hui, si vous voulez, vous n'avez plus besoin du système SWIFT. Ce qui se passe aujourd'hui, je le décris dans mon livre d'ailleurs, c'est qu'autrefois, quand l'Indonésie faisait du commerce avec la Chine, elle devait passer par le dollar, donc l'Indonésie devait acheter des dollars, qu'elle livrait à la Chine, qui vendait ces dollars contre des renminbi, et puis ensuite qui payait le gars, puis ça repartait dans l'autre sens. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la Chine et l'Indonésie font des accords soirs entre leurs deux banques centrales. Je te prête 50 milliards de renminbi, tu me prêtes l'équivalent de 50 milliards de roupies indonésiennes, et les locaux tirent sur les lignes de crédit du pays d'à côté, et vous n'avez plus besoin de SWIFT. On n'a plus besoin de monnaie de réserve internationale. C'est fini. On avait un ordinateur central qui était là, celui-là qui est parti des centrales contrôler le monde, c'est les États-Unis. Et maintenant, vous avez des PC individuels qui se parlent les uns aux autres. On est en train de rentrer dans un système qui est complètement décentralisé, où il n'y a plus de monnaie de réserve, et où la seule chose qu'il faudra faire, c'est une fois par an, solder le compte courant déficitaire ou excédentaire de l'Indonésie, et ça vous pouvez le faire avec de l'or, avec des obligations étrangères, avec des actifs. Donc il faut bien comprendre que la notion de monnaie de réserve internationale, c'est fini, plus personne n'en a besoin. Et la vraie question, c'est qu'il y a 5 000 milliards de dollars de réserve américaines qui ne servent plus à rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens avec ces 5 000 milliards de dollars qui ne servent à rien? Ils vont acheter de l'or, tiens. Mais pourquoi croyez-vous que l'or monte? J'ai bien compris pour la non-dépendance au dollar, c'est évident, mais si demain, des accords sur le Groenland par exemple, les États-Unis disent vous voulez pas me donner le Groenland, moi je vous coupe SWIFT, en fait ça veut dire qu'on peut plus payer avec notre carte Visa, notre Mastercard. C'est-à-dire qu'on va se faire des virements SEPA, on va aller acheter, on va aller au supermarché, on va payer en faisant un virement SEPA. Non, vous irez tranquillement, j'ai une carte ici dans ma poche d'ailleurs, qui est faite par la Chine, et vous paierez à partir d'un système de paiement qui sera en Chine. Il y en a déjà 3 ou 4 ou en Russie. Un système de paiement, c'est jamais que des 0 et des 1 dans un ordinateur. C'est pas très difficile à créer. Hein. Donc, l'idée qu'on a besoin de ces gars-là, parce que non, on a absolument pas besoin d'eux. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que vous êtes en train de vivre une révolution technologique considérable et que vous m'expliquez qu'on va être coincé par les, si j'ose dire, le manque d'hélice qu'on est passé aux améliorations, quoi. Bon, on n'a plus besoin de dollars, on n'a plus besoin de monnaie de réserve, ça sert à rien. Regardez, vous prenez le site de la Banque centrale chinoise, qui est bien fait, et vous regardez le nombre d'accords de swap qu'ils ont signés dans le monde depuis 2 ans. C'est monstrueux. Et d'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire, les réserves de change des banques centrales passent en dessous de 50% en dollars des réserves totales qu'elles ont. Pourquoi? Parce qu'elles s'en débarrassent aussi vite qu'après. Elles achètent de l'or. Donc aujourd'hui, dites-vous bien qu'on n'a plus besoin du dollar. On s'en fout. Et le bitcoin? Alors le bitcoin, c'est intéressant parce que, comme les monnaies chez nous, ils ont émis tellement d'obligations au 4C4, ça ne vaudra rien.
Donc c'est la première fois qu'on a une création dans le secteur privé d'une réserve de valeur qui n'est appuyée ni sur un État, ni sur l'or, mais par la communauté qui sert du Bitcoin. Donc c'est une tentative faite par le secteur privé de créer une réserve de valeur qui soit une espèce d'or électronique. Je ne sais pas si ça va réussir, mais en tout cas c'est une bonne idée. Ce que je veux dire, c'est que ça vaut la peine d'essayer. Oui, alors j'aime bien votre idée de référendum d'initiative citoyenne, mais dans un pays qui a été, on va dire, biberonné par la sainte carte vitale, la pyramide de Ponzi qui est la retraite par répartition, et des partis prétendument souverains, qui veulent continuer à adhérer à l'Europe, comment on peut s'en sortir dans cette situation-là? J'ai aucune idée. Si j'avais de l'idée il y a longtemps qu'on en serait sorti. Vous pouvez vous poser la même question sur l'Argentine. Comment ils s'en sont sortis? Quand les subventions, la carte vitale et tous ces trucs-là, ça valait même plus la peine de prendre le bus pour aller les toucher parce que ça valait zéro. Donc, la solution ultime, si vous voulez, c'est que ce que je suis en train de vous annoncer de façon très claire, c'est la fin, la mort de l'État social-démocrate. J'ai toujours dit que le socialisme et la social-démocratie, c'était au communisme, c'était le coca light au coca. C'est la même chose, mais ça vous abîme un peu moins, un peu plus vite. Et donc, la social-démocratie va crever. On va avoir une crise de la social-démocratie et une chute du mur de Berlin, et c'est ça qui va nous appauvrir. Parce que là, il y a eu des tas de faux droits et des faux revenus qui ont été créés. Et donc, dans les années qui viennent, la France, depuis des années, touche le revenu de ce que font les Français, plus le revenu de ce qu'on emprunte. À partir du moment où on ne pourra plus emprunter, parce qu'on n'aura plus rien, à ce moment-là, le niveau de vie des Français va baisser à ce qu'ils produisent. Et donc, ça s'accompagnera inévitablement d'une baisse profonde de votre niveau de vie. C'est pas possible autrement. On va en prendre plein la gueule. Mais c'est la bonne nouvelle. On sera libre. Ça dépend. On peut peut-être rester comme des valets et être des valets, continuer à manger les restes du Seigneur. Mais moi, c'est pas mon truc. Bonsoir, monsieur Gave. Vous avez parlé de l'Inde tout à l'heure. Oui. Je voulais savoir ce que vous pensiez du nouveau traité que vous a pondu Van der Leyen avec l'Inde. Bon, il nous faut une histoire de rêve. Vous savez, l'Inde, ils sont 1,5 milliard, 400 millions, et ils sont à peu près le seul pays, il y a à peu près 400-500 millions de gens très bien éduqués en Inde, avec une démographie gonflable. Donc vous savez, si vous prenez un horizon à 20-30 ans, que dans le fond, la Russie, ce sera là où il y aura les matières premières, le pétrole, l'uranium, etc. La Chine, c'est là où il y aura l'épargne et l'industrie. Et là où il y aura des travailleurs, parce que partout ailleurs, il n'y en aura plus, ils sont tous vieux. Partout ailleurs, tous les gens qui ont besoin de main-d'œuvre, c'est en Inde. Donc l'Inde, c'est la réserve de main-d'œuvre du monde. Donc les Indiens sont ravis de signer un traité de libre-échange avec les Européens. Parce qu'ils sont les plus compétitifs, ils vont nous tailler des croupières. C'est à peu près une aussi bonne idée que le Mercosur, tiens. Par les mêmes d'ailleurs. Bonsoir. Au terme de votre exposé, Je me dis que c'est la fin. Au terme, il est déjà s'en aller. Au cours de votre exposé, vous avez invité les jeunes à prendre leur baluchon et à quitter la France pour aller faire fortune à l'étranger. Non, pas pour aller faire fortune, de rester dans des entreprises françaises, mais qui sont à l'étranger. C'est-à-dire que vous vous mettez dans la position d'une diaspora, le cœur est en train de mourir par corruption, mais vous restez dans la position de revenir à tout moment, mais vous restez dans le cœur de la France, c'est-à-dire les grandes sociétés industrielles françaises, ce service, etc. Et allez-y, ça vous, à ce moment-là, vous apprendrez. Bien, si cette hypothèse est exclue pour un cas particulier, considérant le débasement des monnaies, qu'est-ce que vous conseilleriez à un chef d'entreprise français qui est coincé en France, avec la fiscalité française, l'euro, le débasement des monnaies, De vous abonner à l'université de l'épargne. Merci. C'est quand même une très bonne idée, parce que là, vous apprendrez petit à petit à gérer en fonction de vos objectifs et non pas des objectifs du gouvernement. Donc, la première des choses dont vous devez rendre compte, c'est que c'est votre peau qui est en jeu.
et que si vous pensez que le gouvernement va s'occuper de votre épargne et de votre pot, vous vous trompez. Donc la première des choses, c'est que vous devez reprendre le contrôle personnel de votre épargne. Et à partir de là, vous pouvez vous rebâtir une liberté. J'ai commencé avec de l'or, de la Corée et du japonais. Ben voilà, c'est très bien. Vous êtes déjà dans le bon sens. Mais la première des choses, c'est reprendre le contrôle de votre épargne. C'est essentiel, sinon on ne serait jamais libre. Quelques questions? Il faudrait dire quelque chose ici, c'est que la plupart des gens essayent de m'expliquer qu'il y a des solutions collectives. Les solutions collectives, ça n'existe pas. La seule chose, c'est que vous devez prendre, chacun d'entre vous, la décision de redevenir libre et indépendant. Et le jour où tous les Français auront repris la décision de devenir libre et indépendant, à ce moment-là, la France changera. Mais s'imaginez qu'un gars va arriver du haut et va vous permettre de redevenir libre et indépendant, c'est pas vrai. La base du christianisme, c'est la responsabilité individuelle. Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ce que font les autres, vous faites ce que vous devez faire et puis c'est tout. J'essaie de vous répondre aussi. Une petite question pour la fin. Pourquoi ils veulent tous parlez répondre? Parce que j'ai l'impression d'être la dernière. Vous parlez du triptyque Moscou, Delhi, Asie. Et là-dedans, est-ce que vous avez une opinion sur l'Afrique? L'Afrique, c'est intéressant parce qu'on a fait un numéro aujourd'hui d'ailleurs sur l'Afrique, parce que pour la première fois dans cette histoire, quand on regarde les chiffres africains, c'est la première fois. La production agricole africaine devient supérieure aux besoins de l'Afrique. C'est la première fois que ça se passe. Donc ils sont en train de dégager le début d'une épargne pour commencer leur décollage. Donc quelque part, nous on regarde ça avec beaucoup d'intérêt parce que c'est ce qu'on a vu se passer en Chine puis partout. Ça commence toujours par une production agricole excédentaire pour les besoins du pays. Donc à ce moment-là, ça permet l'accumulation d'épargne et puis ensuite la naissance de conglomérats de nourriture, et puis bon, c'est le début. Et bien, l'Afrique commence à y arriver. C'est les premiers chiffres qu'on a depuis la nuit des temps où l'Afrique devient. Donc, ça veut dire que d'ici quelques temps, les Africains ils vont tous rentrer chez eux, et que vous serez obligés de partir en Afrique pour bosser. Et à ce moment-là, vous verrez qu'être immigré, c'est pas drôle. Monsieur Gab, le bien commun a-t-il disparu? Non, il n'a pas disparu, c'est la façon dont il a été capturé par ces salopards. En principe, si vous voulez, autrefois, en effet, vous aviez des gens qui... c'est une notion chrétienne, le bien commun. Et quelque part, c'est très curieux parce que... Comment il s'appelait le gars à Florence qui expliquait comment faire des saloperies pour arriver au pouvoir? C'était... Voilà. Eh bien, l'Europe est restée sur l'idée du bien commun comme une nécessité pour le gouvernement jusqu'à lui. Et depuis, si vous voulez, ce gars-là qui est arrivé, et dans le fond, tous nos socialistes, les Mitterrand et tous ces gars-là, c'était des ordures. Ils utilisaient les mots, mais ils savaient très bien qu'ils mentaient. Ça a disparu dans la classe dirigeante. Alors, puisque vous nous dites qu'on nous raconte des carabistouilles, que pensez-vous d'un conflit mondial? D'un conflit mondial. Mais comment voulez-vous qu'on ait un conflit? On n'a plus un seul morpion. Il n'y a plus de garçons, il n'y a plus de filles, plus personne qui a des enfants. Vous savez, aujourd'hui en Italie, vous avez un enfant, il a 4 grands-parents, hein, c'est normal. Sauf que pour ces 4 grands-parents, c'est le seul petit enfant. C'est-à-dire que la population italienne va baisser de moitié dans les 40 ans qui viennent. Et pareil en France. Donc vous n'allez pas envoyer ce gamin courir dans les OS, derrière je ne sais pas qui. Il n'y a pas un pays qui peut déclencher une guerre. Il n'y a plus d'enfants en Chine, il n'y a plus d'enfants en Russie. N'oubliez pas que les guerres, c'était déclenché par les hommes vieux pour se débarrasser des hommes jeunes et garder les femmes pour eux. C'était la seule explication logique que j'avais trouvée. Et ben là, si vous voulez, ça va être dur, hein. Vous avez parlé un peu de démographie.
Vous n'avez pas parlé d'immigration. Alors c'est un sujet qui revient très souvent. Est-ce que pour vous c'est un sujet dont on parle trop, ou est-ce que c'est vraiment... On en parle mal. On en parle très mal. Avec ma fille, notre bureau du côté de la place Victor Hugo à Paris, je suis arrêté de tous les mètres par des gens qui me disent continuez, merci beaucoup, parce qu'ils regardent les émissions, etc. Et bien, une fois sur deux, c'est des gens issus de l'immigration. C'est des Noirs ou c'est des Arabes. C'est-à-dire que vous allez avoir 80% des immigrés qui aimeraient bien être en France tranquille, qu'on leur fout la paix, et 20% de 5 ans, et on ne parle que des 5 ans, on ne fait du pognon qu'aux 5 ans. Il faudrait prendre ces 20%, les mettre à Cayenne, et vous verrez comme ça va mieux. Je suis persuadé qu'il y a une demande très forte d'une partie importante de la population immigrée, et qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas le droit d'aimer ce pays. C'est la culture, de nouveau. On les force à... Ben non, mais c'est quand même la première fois dans l'histoire que tout l'enseignement est voué à dire du mal à la France. Ils passent 20 ans dans les écoles, ils vont apprendre qu'on a été esclavagiste, qu'on a été ceci, qu'on a été cela, qu'on a tué des gens, qu'on bouffait des enfants au petit déjeuner tous les matins. Donc, si vous voulez, l'espèce de folie qui a attrapé le système éducatif, c'est aussi un des graves problèmes, ça. Donc, il faut remplacer l'éducation nationale par ce qu'ils ont fait en Suède, le ticket éducation, qui est géré par les communes. Chaque commune paye ce ticket éducation, et comme ça, les familles reçoivent le ticket, la présentent à l'école de leur choix, c'est-à-dire que l'essai doit répondre à la question est-ce que les enfants doivent être bien élevés? Oui. Est-ce que ça doit être payé par les impôts? Oui. Est-ce que ça doit être fait par des fonctionnaires? Non. Et donc, vous avez eu la disparition de l'éducation nationale en Suède, remplacée par des écoles privées partout. Et ça marche le tonnerre de Dieu. Et les hommes reviennent dans l'éducation. Pour le salaire. Pour le salaire. Non, parce que d'un seul coup, s'ils sont bons professeurs, ils sont très aimés, ils deviennent une personne importante dans la ville. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que aujourd'hui, c'est les syndicats qui décident de comment vous allez faire votre carrière dans l'éducation nationale. Quoi. Parce que si vous allez prendre une petite ville, et ce qui est marrant, c'est comme quand c'est les villes, quand il y a des bonnes écoles dans la ville, l'immobilier monte dans la ville, et le maire est très content parce qu'il paye des impôts, il prend des impôts sur l'immobilier. Donc il faut libérer la France de l'éducation nationale. Il faut la fermer. Vous avez parlé de la Suède. Les pays scandinaves sont des pays qui ont un taux d'imposition élevé comme la France. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'eux, ils marchent? Parce qu'eux, ils savent ce qu'on fait avec le fric. Par exemple, vous touchez votre ticket, donc vous avez payé d'un côté, vous touchez le ticket de l'autre. Tandis que nous, vous avez eu un audit des dépenses de l'État? Moi, ils me prennent un pognon pas possible, j'ai pas la moindre idée où passe mon fric. C'est absolument extraordinaire. Il y a un autre, par exemple, Charles Pratt, que vous avez reçu ici, c'est lui qui m'a dit qu'il y avait 68 millions de Français et 76 millions de terres vitales. Ben, c'est peut-être un sujet qu'on devrait creuser, pour savoir qui sont ces terres vitales. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, tant qu'ils continueront à considérer que voler le type qui travaille pour le donner à un type qui ne travaille pas, c'est être socialiste, ben, on s'en sortira pas. On comprend bien que notre élite actuelle est socialiste parce qu'elle a été formée comme ça, qu'ils ont une rente. Oui, ils ont une rente à vie avec leur retraite, leur quadruple retraite. Sauf qu'un jour, ça va quand même s'écrouler. Et ils sont quand même suffisamment éduqués pour le savoir. Qu'est-ce qui... Je pense toujours que ça durera plus longtemps. Après moi, le déluge. Oui, c'est après moi le déluge, et c'est surtout, comme ils ont mis de l'argent de côté, des trucs, des machins, des subventions. Je pense que eux, finalement... Vous savez, la base du socialisme, c'est d'espérer être celui qui distribuera les tickets de rationnement. C'est pas de créer la richesse, mais celui qui distribue les tickets de rationnement, c'est le chef. Tout le monde lui fait des compètes et tout. Donc, le socialiste veut une société pauvre, et eux, ils sont aux commandes des gâteaux à la crème. C'est pas de faire votre fortune, votre indépendance, votre richesse. C'est que eux soient là pour distribuer les tickets de rationnement. Ça les fait bicher. Vous avez travaillé avec plusieurs partis politiques français. Très bon. Essayez. Quel serait pour vous le thème principal que devrait porter la prochaine élection présidentielle? C'est la souveraineté.
C'est la souveraineté populaire. Et à mon avis, le seul qui va dans cette direction, c'est franchement, c'est Lisnard. Lisnard, le maire de Cannes, là, il dit pas une bêtise. C'est stupéfiant d'ailleurs. Il est très bien. Il n'a pas un charisme total, mais en même temps, je me dis que probablement, Milei, il n'avait pas un charisme total au début. Hein. Et tous ceux qui parlent de Frexit et compagnie, est-ce que pour vous c'est crédible? Pas le fait de le celui qui ne parle pas de Frexit, je sais que c'est important. Par exemple, il y a des petites jeunes personnes qui se baladent partout en disant qu'on doit rester dans l'euro et dans l'Europe parce qu'elle sera capable de faire changer l'Europe et l'Europe. Elle nous prend pour des crétins. Parce que si vous ne sortez pas de l'Europe et vous ne sortez pas de l'euro, vous ne pouvez pas vous en sortir. Point barre. Sinon, oui, il connaît bien ses dossiers, il dit des choses intelligentes, mais quand il se présente aux élections, il fait 1,5%. Alors je me dis, apparemment, il n'attire pas les fous. Je sais pas pourquoi, hein. Moi, je l'écoute, je me dis, c'est bien ce qu'il dit là. Les Français n'ont pas l'air de l'aimer. Une élection présidentielle, comme disait De Gaulle, c'est une rencontre entre une nation et un homme. Je crois que la nation attend quelqu'un, mais c'est pas ce qu'il veut. Justement, on parlait de 1%, ceux qui font le plus de pourcent, on peut dire le vote utile, c'est le RN. Donc pour vous, c'est même pas une option. Le RN, avec Jean-Marie Le Pen, il voulait sortir de l'Europe, il voulait sortir de l'euro, ça détonnait, mais sa fille est socialiste. Enfin, c'est pas ma faute. Elle veut être invitée au château avec les autres petites filles. C'était pas son héritage. Par contre, Marion, je l'aime bien. Marion, elle comprend. Marion, elle comprend rien. Je te prends à la fin, je te d'abord la Merci, bonsoir monsieur. Comment pourrait-on redonner la parole au peuple alors qu'on sait que les médias sont complètement phagocytés par un système et que les 3/4 des gens ne comprennent rien et vivent dans la peur continuelle de ce qui va du jour prochain? Quand on revenons à Jean-Paul II, vous savez la phrase qu'il y a le plus souvent dans la Bible, 365 fois elle apparaît, je crois. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc la première des choses, c'est que cessez d'avoir peur. Parce que la peur est une mauvaise conseillère. Et à ce moment-là, vous allez vous coucher, vous n'allez pas dire non, vous allez accepter. Le jour où tous les Français, ou la majorité de Français, cessera d'avoir peur, le peuple sera souvent à nouveau. Arrêtez d'avoir peur. Moi, j'ai pas peur, mais c'est... C'est ce que me dit tout le monde, mais ça fait rien, ils me disent que les autres ont peur. Mais eux, ils n'ont pas peur. Et quand je regarde le résultat, j'ai des doutes. Mais vous allez vous faire casser la gueule si vous faites ça par l'énergie. Hein. Tout à l'heure, vous avez un peu balayé d'un revers de main assez rapidement l'intelligence artificielle. Non, je n'ai pas dit que c'était une erreur de main. J'ai dit que ça n'était pas une... L'intelligence en anglais, ça veut dire renseignement. L'intelligence en français, ça n'a pas du tout le même sens. Donc les Anglais nous disent, j'ai monté un système de renseignement extraordinairement efficace, et les Français nous disent, j'ai monté un système qui va remplacer l'homme. Mais c'est très con, parce que l'homme est qui remplace l'homme. Vu comme ça, oui, mais l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative, si on ne prétend pas qu'elle va devenir plus meilleure que l'homme, etc., évidemment que non, mais il y a quand même un potentiel inouï là-dedans, et vous dites qu'il faut que les Français se lèvent et saisissent ces opportunités et qu'ils n'aient pas peur. N'ayons pas peur de l'intelligence artificielle, parce que c'est un levier pour beaucoup de choses. Je vais vous le raconter, je vais vous dire un truc bien. Foutez l'intelligence artificielle dans les marchés financiers. Si elle était si intelligente que ça, ils gagneraient de l'argent sans arrêt. Or, ils perdent tout ce qu'ils veulent. Ça veut dire que l'intelligence artificielle, les gens en croient, parce qu'ils sont naïfs, que plus vous avez d'informations, mieux vous prendrez la décision. Mais c'est faux. Quand vous faites des tests statistiques sur les décisions, les mêmes qui ont 10% d'informations prennent les bonnes décisions, les mêmes, quand ils ont 20% des décisions, prennent les bonnes décisions. Donc vous allez avoir plus d'informations, mais ce sera toujours les mêmes qui prendront les bonnes décisions et toujours les mêmes qui prendront les mauvaises décisions. Et si vous laissez l'intelligence artificielle prendre les décisions, à ce moment-là, ça va être désastre sur désastre. Parce qu'ils vont faire que des conneries. Comme outil, pour moi, c'est un levier de
Mais c'est un outil pour avoir plus d'informations rapidement. Mais encore une fois, par exemple, Georges Soros, que je connais bien, qui est un de mes clients. Georges Soros, c'est le trader le plus extraordinaire qu'il y ait dans l'histoire de la finance. Il est inouï. Il écrit des livres pour expliquer comment il fait et tout. Et j'ai parlé à son fils, et il m'a dit, papa, il a écrit des livres et tout. Et en fait, c'est quand il a mal au dos, il vend tout. Pourquoi? Parce que le mal au dos lui dit qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Et donc il vend tout. Mais une intelligence artificielle ne vendrait pas tout. Hein. Elle continue à faire du trading, elle perdrait tout ce qu'elle veut. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est quand Picasso fait le dessin du taureau, vous savez, c'est magnifique tout ça, avec un craie de crayon, personne n'avait fait en lui. Maintenant, l'intelligence artificielle, elle vous fait le dessin du taureau de Picasso encore mieux que Picasso. Mais il ne l'a pas inventé. Regardez, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est écrabouillée par Musk. Musk, il invente tellement de trucs. C'est pas l'intelligence artificielle qui les invente, c'est Musk. Personnellement, en tant qu'individu. Encore une fois, c'est toujours, Dieu ne sait compter jusqu'à un. L'individu est toujours souverain. Et on essaiera toujours de vous faire croire qu'on va faire un homme nouveau, qui sera remplacé par des machines. Et ça, c'est le rêve de la Révolution française, et ça se termine toujours dans les camps de concentration. Bonsoir, Bonsoir. j'avais une question si c'est possible. Je vais apprendre un peu plus sur notre histoire. Je veux savoir, quelle est pour vous la pire décision économique qu'on a prise et quelle est la meilleure si on en a déjà pris? J'ai une petite dernière question, c'est est-ce qu'on a une rente qu'on n'a pas suffisamment exploitée? Est-ce qu'il y a un trésor en France qu'on a délaissé? Quel est-il? S'il existe. Je vais répondre à la deuxième. Étant baladé en France, c'est la bouffe. Vous pouvez 30 km, la bouffe change, toute la France est un pays incroyablement divers. Et donc, normalement, si vous voulez, on aurait dû pousser à mort autant qu'on pouvait l'agriculture artisanale, c'est-à-dire faire des saucissons, faire des camemberts, et puis on s'est mis à vouloir faire du blé ou du maïs comme l'Ukraine. Mais on n'est pas des industriels de l'agriculture, on est des artisans de l'agriculture. Donc on avait une chance inouïe. Ce que Arnaud a réussi à faire dans le luxe, on aurait dû le faire dans la bouffe. C'était tellement évident que la France était faite pour faire une bouffe de qualité. Et on réussit aujourd'hui à avoir un déficit de notre balance commerciale agricole. J'arrive pas à croire. Comment c'est possible? La France avec un déficit de sa balance commerciale agricole. On a des génies quand même. C'est étonnant. Et la première question, la pire décision qu'on a jamais prise, je vais vous dire, c'est probablement la création de l'euro. Parce que ce qui tenait le système financier mondial, c'était la Bundesbank. La Bundesbank qui contrôlait le taux long, le coût de l'argent à long terme en quelque sorte, à un niveau raisonnable, et la Bundesbank était indépendante. Donc, tous les marchés financiers avaient une encre dans les marchés dérivés, ils se remettaient en Bund. Et je veux dire, c'était la bouée de sauvetage. Et puis quand on a créé l'euro avec les Européens, les Américains et les Français, ils ont créé l'euro pour se débarrasser de la Bundesbank. Et aujourd'hui, les marchés financiers n'ont plus d'ancrage, donc ils dérivent. Et donc aujourd'hui, on va avoir une crise monstrueuse des marchés obligataires dans le futur, parce qu'on a créé l'euro et parce que ça a permis l'assassinat de la Bundesbank. C'est une erreur, mais de l'inspection des finances qui a décidé de se... Si on pouvait un peu supprimer l'inspection des finances, ce serait une bonne idée. On va mettre quelques-uns en prison, ce serait bien. Et la meilleure La meilleure décision? La meilleure décision française? Depuis De Gaulle, on va dire. La meilleure décision française depuis De Gaulle? Pour aller en Irak. C'est pas aller en Irak. Oui, ça c'était pas mal de la part de Chirac, mais en même temps c'est parce que sans doute Saddam Hussein avait filé plein de pognon sur son compte en Suisse pour sa propre élection, donc ça aurait pu sortir. Donc n'oubliez pas que Chirac avait livré une centrale nucléaire à l'Irak et que les Israéliens l'ont fait sauter. Qui s'appelait Osirak d'ailleurs.
Donc non, Chirac, ne me dites pas que Chirac a été un président intéressant, ça a été une crapule et un vendeur, bien vendu. Mais je cherche une décision intelligente qui a été prise par le gouvernement. Ça va être impossible ni de nous. Ah ben voilà, les barrages, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu cet effort pour créer une industrie électrique en France, où on a fait en même temps, ça c'était les grands copies d'État, on a fait en même temps des centrales nucléaires et des barrages hydro, et les barrages hydro c'est très malin parce que avec les centrales nucléaires, quand on n'en a pas besoin d'électricité, vous pouvez faire remonter l'eau dans les barrages hydro, et donc vous stockez de l'électricité, puis ensuite vous pouvez relâcher. Donc la combinaison barrages et centrales nucléaires, c'était une merveille. Et vous savez ce que veut faire l'Europe? Madame von der Leyen, une fois de plus, votre amie, vous savez. Votre amie, elle veut forcer la France à vendre ses barrages. Mais c'est le but de l'Europe, c'est de forcer la France à vendre ses barrages pour éviter ce couplage entre les deux. Donc ils veulent vraiment une destruction. N'imagine pas une seconde que les Allemands veulent le bien de la France. Celui qui croit ça, il a un problème. Donc, quelle est la meilleure idée? Je cherche dans les trucs qu'a fait. Ce qui n'était pas bête, c'était ce qu'avait fait Pinet, là, avec. Vous savez, il avait émis un emprunt, le 4%, 3,5-4%, indexé sur l'or. Et donc, ça avait été une façon assez astucieuse. À un moment où les Français, il y avait de l'inflation, ils ne voulaient plus acheter d'obligations. Et donc, il a créé un instrument financier qui permettait aux gens d'acheter de l'or, garanti par l'État. Et si vous mouriez en ayant beaucoup de Pinet, vous ne payiez pas de droits de succession. Donc, il y avait un type important qui claquait, comme Dassault, je ne sais pas qui. À ce moment-là, le Pinet montait beaucoup parce qu'il fallait que le type qui était en train de claquer les avant qui sont morts. Et puis ensuite, ça c'est vrai, mais enfin, c'était très malin. Donc, si vous voulez, la réalité, c'est que pour qu'une économie fonctionne, il faut qu'il y ait des épargnants, il faut qu'il y ait des gars qui investissent l'épargne intelligemment, et il faut mobiliser l'argent des épargnants pour que les gars l'aient en mutualisant le risque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez et mieux vous avez un système financier qui fonctionne comme ça, mieux le système financier fonctionne, mieux les deux autres fonctionnent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et aujourd'hui, on a détruit le système financier. Donc, Pinet, De Gaulle avait bâti un système financier qui marchait bien. Mais c'était détruit par Mitterrand, Giscard et tous les autres. Bonsoir Monsieur Gall, merci. Vous nous avez expliqué que dans un rayon de 4000 km autour de Hong Kong était l'avenir. C'est là où tout allait se passer, oui. Oui, on est d'accord, mais ce sont des systèmes totalitaires. Non. Ah bon? Non. Vous avez une notion qui n'est pas que... Par exemple, Lee Kuan Yew, qui a créé Singapour à partir de rien, qui en a fait un succès mondial, il avait une phrase, il disait quelque chose qui est tout à fait confucéen, qui existe en Chine. Il dit, vous avez trois façons d'exercer votre liberté. Vous avez la famille, le côté social, bon. Vous avez le côté business, vous embauchez, vous débauchez, vous créez des affaires, vous les fermez, etc. Et vous avez le système politique. Et Confucius dit toujours, le premier système important, c'est celui où les familles, on peut élever ses enfants comme on veut, c'est donc le premier neveu. Le deuxième niveau, les affaires, c'est très important. Et le troisième niveau, la politique, disait Lee Kuan Yew, moi j'ai autre chose à foutre que de répondre à vos conneries aux élections, je vous vois dans 40 ans et on en parle. Donc ce sont des pays autoritaires, et ce ne sont pas des pays totalitaires. Le pays totalitaire, c'est la France. Parce qu'il y a une idéologie qui empêche vous de vous le faire. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, prendre l'avion comme vous voulez, sortir de Chine comme vous voulez, vous baladez partout en Asie, et c'est vrai partout. Donc c'est des régimes autoritaires, mais ce n'est pas des régimes totalitaires. Absolument pas. Vous êtes parfaitement libre dans la famille et dans l'économie. La création destructrice, c'est la force de la Chine. Et le contrôle social, vous l'oubliez? Le contrôle social, oui, je ne l'oublie pas du tout. Vous savez, c'est une bonne question. Vous allez par exemple en Suisse. Vous êtes français. Le feu est rouge pour traverser.
Vous regardez, pas une voiture à 15 km, pas une voiture de l'autre côté à 15 km, vous traversez. Les Suisses vont offrir une tête au carré. S'il y a un agent, il va vous mettre un... Donc, si vous avez des gens qui ont des comportements dangereux, non citoyens, qui traversent à travers, qui créent des accidents de voiture et tout, vous les repérez, vous les empêchez de faire du mal. Ça vous gêne ? C'est tangent, très tangent. Ben, est-ce que vous préférez, je sais pas, la vraie question, c'est comme poser aussi un asiatique. Est-ce que vous préférez que votre mère reste chez elle en prison, elle ne peut pas sortir parce qu'il y a des gars qui vont lui voler son sac? Ou est-ce que vous, les gars qui vont lui voler son sac, soient déjà en prison et que votre mère puisse sortir? Non, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans ces pays-là, à partir du moment où il n'y a pas la liberté, et vous nous en avez parlé à juste titre pour vous, quand vous n'avez pas la liberté, il n'y a plus la création. Eh ben c'est la grande question, parce que maintenant, il commence à avoir une création pas possible. Vous n'oubliez pas que tout avait été inventé en Chine, et ensuite, ils ne l'ont pas développé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bon, regardez par exemple les inventions qui se font en Chine en ce moment, c'est absolument extraordinaire. Donc, je me demande si la création, ça vient de la liberté, ou si ça vient du droit de propriété. Moi, je crois que ça vient du droit de propriété, pas de la liberté, non plus. Je voudrais, s'il vous plaît, vous demander quel commentaire avez-vous à faire à propos du domaine maritime de la France? Ben, voilà un truc dont on pourrait développer aussi, tiens. Si on a un domaine maritime pas possible, on ne fait rien du tout. Mais vous savez, par exemple, je crois que c'est en Guyane, il y a une petite Guyane là-bas, française, près du Brésil. Paraît-il, il y a des gisements pétroliers monstrueux. Mais on ne les développe pas pour des raisons écologiques. Mais je ne veux pas. Donc vous dites, paraît-il aussi, les gaz de schiste, vous savez, qui ont fait l'indépendance énergétique des États-Unis, il y en a plein en France et en Angleterre. Et bien Total a reçu l'interdiction de faire des tests de gaz de schiste du gouvernement français. L'interdiction. Parlant de liberté. Donc foutez la paix aux gens et laissez les développer leur truc. Voilà. Qui a encore une dernière question? Pas toujours les mêmes? Merci, bonsoir Monsieur Gave. Bonsoir. Moi je ne suis pas un érudit en économie, mais apparemment vous êtes un peu ultra-libéral. J'ai entendu d'être relativement autocentré, moi j'entends un peu égoïste. Et comment on peut faire une nation, parce que vous avez parlé de nation, quand chacun cherche son propre profit? J'ai un immense moment de solitude. Parce que vous êtes en train de dire que le libéralisme, c'est l'égoïsme. Le libéralisme, si vous voulez, c'est l'idée qui est présente dans le Locke, qui est présente dans les évangiles, vous pourrez lire mon livre qui est là-bas, sur les évangiles, qui dit que Dieu a un projet pour chacun d'entre nous, individuel. Si vous réalisez le projet que Dieu a pour vous, vous êtes heureux. Si vous ne le réalisez pas, vous êtes malheureux. Et le projet que Dieu a pour vous, c'est de développer vos talents pour le partager avec les autres. Donc c'est le contraire de c'est le contraire de l'égoïsme. Et donc, si vous voulez, je vous donne un exemple, il n'existe de société caritative, la Croix-Rouge, etc., que dans les sociétés chrétiennes. Nulle part ailleurs, ça n'existe. Et le seul pays qui ne sont pas égoïstes, c'est les pays libéraux. Tous les autres sont des pays d'assassins et d'égoïstes. Allez en Inde, allez en Chine, les gens crèvent, personne ne les aide. Si là, vous avez des bonnes sœurs, là, vous avez des curés, là, vous avez des hôpitaux, c'est chez nous. L'Église catholique a inventé l'école, le droit international, les universités, le droit des gens, les hôpitaux, la paix civile. Donc toute notre civilisation vient de l'Église.
et on nous explique que l'Église catholique c'était très mal. Mais demandez à ceux qui disent du mal de l'Église catholique ce qu'ils ont fait pour le bien des autres, la réponse sera très courte. En dehors du disant du mal de l'Église, ils disent rien. Et ils ne font rien. C'est eux les égoïstes. Vous n'avez pas de démocratie pendant 1h30, mais ici, c'est pas de démocratie, donc on va les deux dernières questions pour la présidence de l'ASSO. Parce qu'après, on va passer très vite à l'apéro. Parce qu'on a aussi créé l'association pour, évidemment, pour transmettre, mais aussi pour que les gens se rencontrent en dehors des parties et des milieux naturels. Donc, le but, c'est aussi que tout le monde puisse prendre un verre à la fin. Vous pouvez toujours poser vos questions en achetant des livres. Je vais signer les bouquins. Et voilà, donc on va passer devant Louis pour l'avant-dernière question. Oui, j'ai une question parce que là, tout à l'heure, vous parliez du libéralisme et je voulais savoir, est-ce que c'est pas, souvent il y a un problème avec le libéralisme, c'est que les gens n'ont pas commencé par le définir. Et donc, en fait, quand on met des définitions derrière, comme la liberté d'entreprendre ou la liberté de circuler, etc., les choses deviennent plus concrètes. Voilà, vous avez tout à fait raison. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le libéralisme, c'est une doctrine du droit qui s'appuie sur le vrai problème de la science politique, et il n'y en a qu'un, c'est que vous donnez le monopole de la violence légitime à une espèce de monstre que vous avez créé qui s'appelle l'État. Une fois que vous avez créé ce monstre, comment vous l'empêchez de vous martyriser après? Et c'est comment vous empêchez l'État de devenir un État totalitaire. C'est le seul problème de la science politique. La réponse du libéralisme, il n'y en a pas une autre, c'est de dire il faut que les citoyens votent leur pognon, qu'on donne à l'État. Il faut que les tribunaux soient des jurys et non pas des juges professionnels. Ce serait c'est déjà une bonne chose. Il faut le droit de propriété et il faut la tolérance, sauf pour les ennemis de la tolérance. C'était l'idée des Locke. Parce qu'à l'époque, il y avait des catholiques qui étaient mal vus en Angleterre. Donc les catholiques, ils n'avaient pas le droit d'être citoyens. Ça me rappelle une idée qu'on pourrait développer en France aussi, mais enfin, c'est ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le libéralisme, c'est une doctrine de droit qui vous autorise à avoir de la propriété de façon à pouvoir lutter contre ce monstre qu'est l'État. Si vous dépendez de l'État pour votre ticket de rationnement, vous ne serez jamais libre. Vous n'êtes libre que si vous avez des choses qui vous appartiennent, qui vous permettent de lutter contre l'État à armes égales. C'est ça le libéralisme. C'est le droit de propriété. Je pose votre dernière question. Vous avez rencontré George Soros, qui met son argent un peu partout, d'abord pour lui, pour en gagner plus, mais aussi pour... il cherche le mal. Voilà. Lui, c'est un homme qui cherche le mal. C'est ça, il cherche le mal. On a aussi en France aujourd'hui des petits Soros, je dis petits parce qu'ils n'ont pas le même argent, et qui vont plutôt du coin du bien, on va dire. Je pense à Vincent Bolloré, je pense à Pierre Dorstein, je pense même vous, qui avez soutenu plusieurs causes. Est-ce qu'il y a des motifs d'espérance à court terme pour la France, autre que tout va s'effondrer et quand on aura tué le fond, ça va remonter? D'abord, l'espérance, c'est une vertu théologale. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir d'espérance. Mais par contre, les chemins du Seigneur sont imprévisibles. Donc vous ne savez pas la façon dont vous serez sauvés, ça sera peut-être très pénible pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous ne savez pas. Vous imaginez que ça aille mieux, ça veut dire que vous vous sentirez mieux. Vous pouvez passer par une période abominable dans laquelle vous souffrirez comme une bête, parce que vous naîtrez à autre chose. Donc si vous voulez, oui, l'espérance, mais encore une fois, l'espérance c'est au niveau individuel. Il ne peut pas y avoir d'espérance collective. Si chaque Français ne s'améliore pas, on restera dans la merde. Je laisse le mot de la fin à Hervé. Quand on a recréé, quand on a relancé l'assaut avec Louis, on avait appelé Astrid qui est là-bas. On lui avait dit il nous faut le meilleur trésorier. Il a dit j'ai mon mari. Donc il est super. On va pouvoir parler du coup encore un peu d'économie très très concrète. Alors, tout d'abord, si on était au Stade de France, je vous ferais faire une ola. Parce que le nombre de participants est bien au-delà de nos espérances. Vous êtes 129 dans la salle ce soir, donc on peut vous applaudir. Bravo. Merci, vous avez fait une bonne équipe. Ensuite, en tant que trésorier, moi, mon métier, c'est d'assurer la souveraineté de l'association. C'est vraiment la thématique du jour. Donc,
La souveraineté, ça nous permet quoi? Ça nous permet de faire en sorte que ces conférences ne soient pas payantes et que tout le monde puisse venir sans avoir à contribuer, y compris les plus jeunes, et c'est important pour nous, et merci à ceux qui sont venus aujourd'hui. La souveraineté, c'est de ne pas dépendre des collectivités territoriales, donc nous ne demandons pas d'argent à la mairie, ça tombe bien, elle nous en donnerait pas de toute façon. Nous ne demandons rien au département non plus. La mairie est obligée de nous prêter les salles, donc elle le fait, mais ça ne va pas au-delà. Donc derrière, nous on a besoin d'un petit peu d'argent pour assurer ces conférences, permettre de couvrir les frais des conférenciers. J'ai compris que ce soir, Monsieur Gave, généreusement, venez à cette table, venir vous rencontrer. Merci à vous. Et également, comme l'a dit François, après, il y a le petit pot de l'amitié, bah, ça c'est pareil, c'est offert par l'association, donc pour ça on a besoin d'un petit peu d'argent. Donc, l'année 2025 est terminée, donc le renouvellement des adhésions commence pour 2026. Donc je me trouve pendant les minutes qui viennent au fond de la salle pour récupérer les adhésions, les gens qui ont des questions et qui veulent savoir comment ça se passe. Pour les adhérents 2025, une petite note. Nous avons fait une assemblée générale de fin d'année. Si vous souhaitez avoir le procès verbal, nous vous le transmettrons avec grand plaisir. Mais l'exercice 2025 a été positif. Nous avons été positifs. Donc ça veut dire que l'association marche bien. Voilà. Donc à tout de suite. De ce côté-là pour l'apéro, de ce côté-là pour les cotisations. Un grand merci à vous. Je pense qu'on n'applaudit pas assez les trésoriers parce qu'ils nous font du bien. Deux choses. Une petite qu'Hervé n'a pas dit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour que notre association soit à l'équilibre sur une année, d'après les frais qu'on a envisagés, il faudrait à peu près 35 adhérents, donc 35 personnes qui paient 20 €. Donc je pense qu'on peut y arriver. Ce soir, on est 135. 129, pardon, à l'IRV. Et l'autre chose, donc, je me tiens ici avec les tracts pour ceux qui veulent se renseigner sur le projet de Saint-Benoît. Nous avons besoin de mécènes pour ce projet-là, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Et je m'adresse notamment aux entrepreneurs parce que c'est vraiment important pour nous d'embarquer les entreprises dans ce projet local. Donc, un immense merci pour votre présence et place à l'apéro.